Bonjour, oui, eh bien, mon nom est Vladimir Pletser et je travaille maintenant au Centre de technologie et d'ingénierie pour l'utilisation spatiale de l'Académie chinoise des sciences. Alors, c'est un très grand titre. En fait, j'ai été recruté après avoir travaillé pendant 30 ans à l'Agence spatiale européenne comme expert en microgravité. J'ai été headhunted, si vous voulez, voilà, comme on dit en anglais. J'étais recruté par l'agence spatiale chinoise, hein, c'est une des composantes d'une des agences spatiales chinoises qui dépend directement de l'Académie chinoise des sciences pour donner du support scientifique au programme de microgravité ici en Chine. Alors c'est en fait ça comporte deux parties. C'est d'abord pour préparer les expériences, enfin pour aider à préparer les expériences en vol parabolique, ce dont je m'occupais avant à l'Agence spatiale européenne, et puis également pour donner un coup de main, pour supporter également le développement des instruments qui vont voler sur la future station spatiale chinoise qui est prévue en 2022, donc dans 5-6 ans. Voilà. En fait, mon parcours professionnel a été bien sûr fort conditionné par les études secondaires que j'ai fait à Saint-Boniface. Ce que moi, j'ai toujours été passionné par les maths et la physique principalement, les sciences en général, la physique plus particulièrement. Et donc, je me souviens, j'ai eu un excellent prof de physique qui s'appelait Monsieur Dupont. Je crois que maintenant il est parti, il est à la retraite, bien sûr. Et puis, j'avais également d'excellents professeurs de mathématiques, Monsieur Noul, entre autres, et qui m'ont donné ce sens d'essayer de comprendre les petits détails, de trouver le pourquoi du comment d'une équation et ce genre de choses. Et surtout de ne jamais s'avouer vaincu devant un problème. Ça, c'est toujours quelque chose que j'ai énormément apprécié. Il y a toujours moyen de trouver une solution, il y a toujours moyen de trouver une explication à un phénomène, voilà. Et je suis parti avec ce bagage-là que j'ai acquis donc à Saint-Boniface. J'ai fait ensuite des études à Louvain, à l'UCL, des études d'ingénieur, donc je suis ingénieur civil mécanicien. J'ai fait entre-temps une spéciale maths également à Saint-Michel, mais ça c'était sur le parcours. Et donc j'ai fait des études d'ingénieur, je suis ingénieur civil mécanicien. Je voulais pas directement partir travailler, donc j'ai fait encore une année complémentaire pour faire une licence spéciale en physique. Puis je suis parti sur une idée d'un doctorat en astrophysique. Je suis parti en fait en Afrique. J'étais faire un service civil de 3 ans à l'université de Kinshasa, où j'ai enseigné en astronomie, en mathématiques et en quoi d'autre, en physique aussi, bien sûr, voilà. Et puis quand je suis revenu, j'avais appliqué à l'Agence spatiale européenne. Et donc j'ai commencé à travailler à l'ESA, l'Agence spatiale européenne, à Noordwijk, aux Pays-Bas. Donc j'ai habité 30 ans aux Pays-Bas. Et pendant que je travaillais là, les premières années, je continuais à travailler sur ma thèse. Puis j'ai été retrouvé le professeur Paquet, qui donnait cours à Louvain, qui entre-temps était devenu le directeur de l'Observatoire royal de Belgique, à Uccle. Et je lui ai exposé un petit peu mes idées et ce que j'avais trouvé. Il m'a dit, mais c'est très bien, Monsieur Pletser, vous devriez mettre tout ça maintenant dans une thèse et présenter un doctorat. Ce que j'ai fait, et donc voilà, je suis également docteur en sciences en astrophysique. L'espace m'a toujours passionné, et donc j'ai posé ma candidature comme candidat astronaute à la sélection en 1991 de l'ESA, mais qui d'abord a eu lieu en Belgique. Donc chaque pays membre de l'ESA pouvait présenter 5 candidats, et j'ai été sélectionné parmi les 5 candidats belges avec Marianne Mercier et Franck De Wien et 2 autres candidats également. Et puis par après, la sélection n'a pas marché au niveau de l'ESA, mais malheureusement. Mais j'ai été également sélectionné par la NASA comme astronaute pélospécialiste, candidat pélospécialiste de réserve. C'était dans les années 95-96. Et alors à l'ESA, en fait, je me suis occupé de vols paraboliques, c'est-à-dire les vols en impesanteur, ou plutôt en microgravité, plutôt plus exactement en micropesanteur, et qui permettent de recréer des conditions d'impesanteur comme les astronautes connaissent à bord de la Station spatiale internationale, mais pour des périodes beaucoup plus courtes, de 20 secondes. Et ces périodes de 20 secondes nous permettent déjà de faire beaucoup de recherches, faire des expériences de courte durée, mais qui apportent déjà beaucoup de résultats, et également de préparer des expériences pour les futures missions spatiales et d'entraîner les astronautes également aux futures missions spatiales. Et donc ça, j'en ai fait pendant 30 ans, je continue encore à en faire de temps en temps. Et puis d'autre part, je me suis occupé également
de la construction, du développement d'instruments pour la recherche en apesanteur. Un des derniers projets sur lesquels j'ai travaillé à l'ESA avant de quitter l'ESA il y a un an, un peu plus d'un an, c'était un instrument qui s'appelle DEX, pour Dexterous Manipulation, qui est un instrument qui permet d'étudier la préhension fine et l'adaptation du cerveau dans des conditions qui sortent de l'ordinaire pour conduire justement un mouvement de préhension très détaillé, très fin. Cette expérience a été finalement construite, a été lancée tout récemment et elle est maintenant à bord de la Station spatiale internationale et elle sera déployée théoriquement au mois de mai et les premières mesures auront lieu dans le courant de cette année. Donc c'est assez extraordinaire de voir qu'on a pu participer très modestement au développement de quelque chose qui maintenant est dans l'espace. Pas le seul instrument que j'ai fait voler, mais les autres auparavant ont volé également, ont donné des bons résultats. Les scientifiques ont trouvé des choses, ont publié pas mal de résultats là-dessus. Et ça, c'est très enrichissant, évidemment, de voir la science progresser, de pouvoir se dire, ben, j'ai très modestement contribué à ça. Ça, c'est très gai. La difficulté principale, c'est qu'il n'y a pas assez de temps. Il n'y a pas assez de temps dans une journée pour tout faire. Bon, ça, c'est un problème récurrent. J'imagine beaucoup de gens ont ça, particulièrement pour nous, scientifiques et ingénieurs techniciens. Il y a tellement de choses intéressantes dont on voudrait s'occuper qu'on ne peut pas tout faire. Il y a des choix à faire, des priorités à mettre. Et ça, c'est extrêmement frustrant de se dire qu'on ne pourra pas tout faire. Alors les joies, ben, c'est le fait que parfois on découvre des choses, on voit quelque chose, on a une intuition, on a quelque chose qui vous donne, mais voilà, la solution, il faut la trouver dans ce domaine-là, dans cette direction-là. Ça, c'est très gai. C'est un petit peu comme on voit dans les bandes dessinées où il y a le personnage central qui a un phylactère et il y a une petite lumière qui s'allume. Ce moment magique, c'est extraordinaire. C'est un plaisir intense, plaisir intellectuel intense qui se dit, là, j'ai mis le doigt sur quelque chose. Et quel est le processus qui mène à ça? Je ne sais pas très bien, hein, je ne suis pas physiologiste, neurophysiologiste, mais c'est quelque part dans le cerveau des connexions synaptiques qui se font au bon moment, au bon endroit. Mais ça ne vient pas par hasard. Ça vient avec beaucoup de travail, beaucoup de réflexion, beaucoup de remise en question, remettre sur la table son métier. Une autre joie, c'est de voyager, de découvrir. Bon, là, j'ai eu la chance, énormément de chance de pouvoir voyager. J'étais en Afrique, j'ai travaillé en Afrique. Quand j'étais à l'ESA pendant 30 ans, j'ai été travailler aux États-Unis, à la NASA. J'ai travaillé en Russie, à Moscou, à Samara. J'ai travaillé un peu au Canada. J'ai pas mal voyagé. Actuellement, je suis en Chine. J'ai la chance également de voyager un petit peu ici, d'aller voir quelques endroits. La Chine, c'est très grand, hein, c'est plus grand que l'Europe. Il y a 1,5 milliard d'habitants, donc 3 fois l'Europe au point de vue nombre d'habitants. C'est beaucoup plus grand que l'Europe également. Donc il y a une diversité de paysages, de lieux, de richesses, d'histoire également, qui est extraordinaire. Et je crois que c'est important aussi, c'est de respecter les gens dans leur propre culture. C'est-à-dire ne pas avoir ce sentiment que parfois on pourrait avoir venant d'Europe en disant ben, nous sommes voilà, la société évoluée, la classe dominante, et d'avoir un petit peu un sentiment colonialiste comme ça, nous, les Blancs, Européens. Non, c'est pas ça du tout qu'il faut avoir, c'est pas ces démarches-là du tout, c'est au contraire essayer de voir les choses suivant le point de vue de la personne ou des gens chez qui nous sommes reçus. J'ai toujours essayé de me mettre à la place de mon interlocuteur. Pourquoi est-ce qu'il ne comprend pas? Pourquoi est-ce que je ne comprends pas ce qu'il me dit? Pourquoi et comment je pourrais améliorer la communication, ce que je voudrais lui faire comprendre? Et essayer de voir également, de comprendre son sens de l'hospitalité, pourquoi il accepte de nous recevoir chez lui, de nous faire visiter, etc. Et ça, c'est très enrichissant également. Et en fait, il y a beaucoup de phénomènes qui se passent ici sur Terre qui sont gérés par l'apesanteur. Si on enlève l'apesanteur, si on annule l'apesanteur, c'est-à-dire on se met en état de chute libre, il y a d'autres petits phénomènes physiques ou chimiques ou physiologiques qui existent toujours même sur Terre, mais qui vont devenir prédominants, alors que sur Terre, ils sont cachés par les effets de l'apesanteur.
Le truc, c'est de faire des expériences en apesanteur pour mieux comprendre ce qui existe sur Terre, mais qu'on ne peut pas bien étudier sur Terre à cause des effets de l'apesanteur sur Terre. Donc on enlève l'apesanteur et là on peut étudier ces petits phénomènes. Je vais vous raconter une petite histoire. En vol parabolique, j'ai fait beaucoup de paraboles, hein. J'en ai fait plus de 7300, ce qui correspond à plus de 39 heures ou plus de 25 ou 26 orbites par tranche de 20 secondes. On a fait une expérience qui était proposée par un professeur français qui est un spécialiste du cerveau et donc de la neurophysiologie. Et en fait, ce qui l'intéressait, c'est de voir comment le cerveau réagissait suite à des illusions d'optique. Donc on avait devant soi une feuille de papier sur laquelle on avait un petit dessin d'un bonhomme qui descendait des marches d'escalier. Donc c'est un dessin en 2 dimensions d'une scène assez schématisée en 3 dimensions, un bonhomme qui descend un escalier. Alors si on regarde ça pendant le vol parabolique, on a les phases de 1G, de 2G et de 0G. Et puis en 1G, on voit très bien la scène en 3 dimensions. On arrive en 2G, donc juste avant la parabole, enfin au début de la parabole, on voit toujours la phase en 3 dimensions, la scène en 3 dimensions. Dès qu'on rentre en 0G, ça prend une demi-seconde et on ne voit plus la 3e dimension. On ne voit plus la perspective, la 3e dimension disparaît immédiatement et le cerveau ne voit plus que l'ensemble des lignes. Pourquoi? Eh bien, moi j'étais très choqué de voir ça, pourtant j'avais volé pas mal de fois avant. Eh bien, il semblerait en fait que le cerveau a besoin de l'information de l'oreille interne pour pouvoir apprécier la 3e dimension, la perspective. Très bizarre. Mais voilà, ça on ne savait pas avant. Il y a beaucoup de petites choses comme ça qui sont mises en avant et ce qui nous permet de mieux nous comprendre nous-mêmes également. Mais je suis en fait recordman du monde officiel du nombre d'appareils sur lesquels j'ai fait des vols paraboliques. Voilà. Alors le record officiel c'est 9, celui qui est enregistré chez Guinness, mais depuis lors, donc ça j'ai déposé il y a quelques années, depuis lors j'en ai fait encore beaucoup plus. Le record actuel est 11. Bon, l'impression, c'est toujours le 0G, on est toujours en état de chute libre, mais l'impression qu'on a directement est différente. Quand on est assis dans un petit avion, on est assis donc attaché, même si on détache un peu la ceinture, on ne pourra pas flotter librement dans tous les sens, parce que le volume dans lequel on flotte est plus réduit. Alors qu'on est dans un grand avion, par exemple l'Ilyushin, c'est un des grands avions sur lesquels j'ai volé, il fait 3,50 m de haut, un peu plus de 3 mètres de haut et 3,50 m de large. Je suis resté bloqué, coincé entre plafond et plancher et je ne pouvais plus me déplacer. Donc pour se déplacer en apesanteur, en 0G, on ne peut pas nager ou pédaler, ça sert à rien parce que, encore une fois, la viscosité de l'air est tellement faible qu'on n'avance pas. On n'est pas comme dans l'eau où on peut nager dans l'eau en bougeant des bras et des mains et on finira par avancer. La seule manière pour avancer, pour se déplacer en apesanteur, c'est par action-réaction. Donc on pousse sur une paroi, sur le mur, et par réaction, eh bien on s'en va de l'autre côté. Là, j'étais coincé entre plafond, plancher et les murs, et donc je ne pouvais rien toucher. Et je me suis dit, pendant quelques secondes, ça c'est l'impression qu'on doit avoir dans une station spatiale assez large, assez grande, un petit peu comme dans 2001 Odyssée de l'espace dont je vous parlais tout à l'heure. Je n'ai jamais été malade, j'ai toujours eu la chance voilà, j'ai jamais été malade, jamais j'ai vomi, pourtant j'ai essayé, hein, j'ai fait des trucs complètement stupides, j'ai mangé en apesanteur, j'ai bu, je me suis mis la tête en bas, j'ai regardé dehors, j'ai essayé tout, jamais malade, pas de chance. Il y a un ensemble d'informations nouvelles que le cerveau va devoir traiter, puisque le cerveau, pour quelqu'un qui n'a jamais volé avant, eh bien, n'est pas habitué, l'organisme n'est pas habitué à soudainement perdre les références de poids sur tout ce qui est proprioceptif, c'est-à-dire le cou, le fessier quand on est assis, la plante des pieds quand on est debout, etc. L'oreille interne qui soudainement ne donne plus d'informations non plus. Et la vision qui, elle, continue à voir finalement que le plancher est là, horizontal et tout, mais que par rapport à ce plancher, on est en train de se déplacer. Alors aussi également, si vous tournez la tête ou si vous déplacez, la masse inertielle reste toujours là. Donc l'inertie va toujours être là. C'est-à-dire si vous bougez la tête comme ça en apesanteur, l'information donnée au système d'équilibre interne dans l'oreille, d'équilibre dans l'oreille interne sera telle que
la pesanteur est nulle. Par contre, l'accélération due au mouvement tournant de la tête est toujours là. Et là, ça peut créer des problèmes au niveau de la gestion de l'ensemble et ça peut alors entraîner le réflexe de vider l'estomac et donc voilà la nausée. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que d'abord, les planètes Terre et Mars sont différentes. La planète Mars est 10 fois plus petite en dimension linéaire, pardon, 2 fois plus petite en dimension linéaire, donc 8 fois plus petite en volume, 2 au cube, 8 fois plus petite en volume, les densités étant légèrement différentes. La masse de la planète Mars est 10 fois plus petite que la planète Terre. Donc les accélérations à la surface, l'accélération de la pesanteur sur Mars est à peu près un tiers de fois plus petite que l'accélération sur Terre. Les atmosphères sont différentes également, la pression atmosphérique c'est différente. Il n'y a pas d'oxygène sur Mars, dans l'atmosphère de Mars. C'est principalement du CO2, le dioxyde de carbone, le gaz que nous expirons à 95%. Puis il y a 2% d'azote, 2% de CO2, et puis de CO, et puis encore 1% de tout le reste. Donc il y a beaucoup de différences, mais également des similitudes. Il y a pas mal de similitudes. Il y a également un cycle jour-nuit. La durée de la journée sur Mars est pratiquement la même que sur Terre, à 40 minutes près de différence. Et donc pour préparer les futures missions martiennes, c'est intéressant de pouvoir faire ça dans des endroits ici sur Terre, mais qui sont par certains aspects ressemblant à ce qu'on pourrait trouver sur Mars. La base de la Mars Society, donc, qui s'appelle F-Mars, a été déployée sur une île déserte dans le désert arctique, qui s'appelle l'île de Devon. Donc il n'y a pas d'habitants, il n'y a aucun habitant, il n'y a pas de végétation non plus, ce n'est qu'un désert, ce n'est que des cailloux, des rochers, de temps en temps un ours polaire qui se balade par là, mais sinon il n'y a rien, il n'y a pas de vie d'air. Et il y a un énorme cratère qui a été créé par une météorite qui est tombée il y a 26 millions d'années à peu près, qui est le cratère de Houghton. Les volontaires qui sont qui participent à ce genre de simulation, eh bien, s'engagent à ne pas sortir de l'habitat à l'extérieur, donc d'être coupés de l'extérieur, sauf en étant revêtus de cette combinaison de sortie extravéhiculaire. I was just saying, you ready? Vladimir et Ewan sont de sortie. Ils appellent ça une EVA, traduisez, une sortie extravéhiculaire. Et Vladimir ne se lasse pas du paysage martien. Voilà, je vais pas vous faire le coup de ces pyramides de 40 siècles vous contemple, mais malgré tout on a un paysage vraiment extraordinaire. C'est paysage martien, même plus. On est réellement au cœur même d'un paysage qui a été sculpté par des processus géologiques extrêmement actifs, extrêmement intenses. Extraordinaire. Qui n'est pas une combinaison pressurisée, c'est une combinaison simulée également, mais qui malgré tout permet déjà de couper un petit peu l'opérateur humain ou le sujet humain de l'extérieur complètement. Alors imaginez la chose suivante, vous avez deux paires de gants de ski, vous les mettez l'une sur l'autre, donc vous perdez tout à fait la dextérité des doigts. Il n'y a pas moyen de pousser sur les touches, parce qu'avec les gros doigts que vous avez là, les gros doigts avec ces deux paires de gants, ben, si vous poussez sur une touche, au mieux vous en pousserez sur deux ou trois ou quatre en même temps, donc ça ne marche pas. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a adapté, on a pris simplement un crayon, on l'a collé avec du papier collant sur un doigt, sur l'index, et puis avec le bout du crayon, on a pu pousser sur les touches. Très simple, c'est un petit truc, voilà, c'est pas ça qui va révolutionner l'exploration spatiale, mais c'est pour vous dire, pour vous montrer que c'est ce genre de petites choses qu'on peut déjà étudier, ce genre de petits problèmes logistiques qu'on peut déjà étudier maintenant. Alors, il n'y a pas que ce travail-là dans ces habitats-là. Il y a d'autres endroits également. Lors de la simulation Mars 500, on a enfermé un équipage international. Il y avait 3 Russes, un Chinois et 2 Européens. On les a enfermés pendant 500 jours, 520 jours, ce qui fait pas loin de 1 an et 4 mois. Ce qui est la durée minimale d'une mission vers Mars et retour. C'est déjà pas mal. Mais là, l'idée, c'était d'étudier comment la dynamique de groupe allait évoluer, comment ces gens, ces astronautes, martionautes, allaient interagir entre eux en étant coupés de l'environnement normal,
en ayant la seule relation qu'ils avaient avec le monde extérieur, c'était pas les communications radio, mais avec un délai qui allait grandissant pendant la phase qui représentait comment dire, le voyage aller vers Mars, et puis ensuite des délais qui allaient en s'amenuisant pendant la phase de retour. Et donc ça a permis également d'étudier plus l'aspect psychologique de groupe, comment un équipage allait travailler. Et donc oui, les missions martiennes se préparent déjà aujourd'hui, déjà depuis bien longtemps, puisque les premières simulations ont commencé déjà dans les années 70-80. Et donc les agences spatiales y pensent, et puis il y a également des groupes privés qui sont créés de gens enthousiastes, qui sont intéressés par la recherche spatiale, la Mars Society ou la Planetary Society, qui sont, je dirais, les fers de lance de ce genre de recherche également. Je crois qu'il y a également un problème, une question politique. Il faut qu'il y ait une décision politique pour pouvoir lancer ce genre de programme. Alors c'est un programme qui ne pourra pas être conduit par un seul pays, ça c'est complètement exclu. Ni les États-Unis, ni la Russie, ni la Chine, ni l'Europe, ni qui que ce soit n'ont les moyens suffisants pour lancer ce genre de programme. Donc ce sera un programme international à l'échelle mondiale, un petit peu à la manière de ce qui est fait actuellement pour la Station spatiale internationale, sauf qu'on va y associer à côté 14 pays qui travaillent ensemble pour le projet de la Station spatiale internationale, c'est-à-dire les États-Unis, le Canada, la Russie, le Japon et les pays européens, dont fait partie la Belgique. Eh bien, dans le cadre d'une mission vers Mars, ce sera au niveau mondial, il faudra ajouter les Chinois, il faudra ajouter sans doute les Sud-Africains, les Brésiliens, les Argentins, les Nigériens, etc. Donc d'autres nations également. Ce sera un effort réellement à l'échelle planétaire. Or, on est encore loin d'avoir une collaboration internationale suffisamment florissante et dans un environnement calme et pacifique, avec ce qu'on voit actuellement qui peut se passer comme tension internationale entre les différents pays et différents blocs. Je crois que l'idée, un jour, je ne sais pas quand, dans quelques années, quelques décennies peut-être, de mettre sur pied une mission internationale vers Mars sera un facteur de paix également, un facteur de collaboration qui permettra sans doute d'aplanir pas mal de problèmes politiques également. Le meilleur conseil qu'on pourrait donner à un jeune qui voudrait se lancer dans une carrière spatiale, que ce soit d'un point de vue scientifique ou d'un point de vue technique, c'est d'abord d'y croire à fond. C'est-à-dire qu'il faut être passionné, il faut croire en sa passion et il faut se donner corps et âme à sa passion. Il ne faut jamais laisser tomber les bras, jamais prendre non pour une réponse définitive, parce qu'un non peut être transformé en peut-être, et un peut-être est toujours un oui en devenir. Et donc il faut du temps et toujours croire en ses rêves et toujours faire tout pour y arriver. Alors ça veut dire pour ça, il faut se donner les moyens d'y arriver, c'est-à-dire de continuer à apprendre, à étudier dans les domaines qui sont intéressants, c'est-à-dire la science principalement, les mathématiques bien sûr, la physique, la chimie, tout ce qu'on veut faire et tout. Mais il n'y a pas que la science qui mène vers le spatial, d'autres domaines également mènent vers le spatial. Ça peut être le domaine médical, ça peut être le domaine technique, bien sûr, ça peut être le domaine juridique, ça c'est un petit peu bizarre aussi, mais on a besoin de plus en plus également de juristes, d'avocats qui sont spécialisés en droit spatial. Et donc là, je crois que c'est le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est d'y croire et de s'accrocher et de se lancer. Et surtout de ne pas hésiter à en parler également avec des gens qui sont déjà dans le secteur spatial. Parce qu'eux-mêmes sont des passionnés, et entre passionnés, on arrive toujours à parler ensemble. Et je suis un fervent dévoreur de science-fiction, absolument. J'ai lu beaucoup d'Asimov, j'ai adoré Van Vogt également, Alfred Elton Van Vogt, qui d'autre encore, Arthur Clarke, bien sûr, Philip Dick, c'était un de mes préférés, Philip K. Dick, je trouvais ça extraordinaire. Et puis, tout récemment, j'ai découvert un auteur chinois qui s'appelle Liu Cixin, qui a écrit le problème des trois corps. C'est une trilogie, donc trois livres basés sur le problème des trois corps. En fait, c'est pas réellement la solution du problème fameux de mécanique céleste, du problème des trois corps, mais c'est le titre de cette trilogie qui raconte comment des envahisseurs extraterrestres sont détectés d'abord, enfin les extraterrestres
d'abord détectés et viennent ensuite envahir la Terre et comment ça se passe. Bon, j'en suis au milieu du deuxième bouquin, donc je ne vais pas encore tout vous dire, mais c'est vraiment passionnant, c'est super bien. Également des films du style 2001 Odyssée de l'espace, qui a été pour moi un des chefs-d'œuvre de la science-fiction et puis du cinéma en général. C'était un film absolument révélateur. Je l'ai vu une vingtaine de fois et à chaque fois que je le regarde, chaque fois que je vais le revoir au cinéma, je trouve encore des choses que je n'avais pas vues avant, que je n'avais pas compris avant. C'est un film absolument fabuleux.